Monseigneur, Mesdames, Messieurs, d'abord, merci beaucoup Muriel et Catherine pour cette invitation. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être ici avec vous à Monaco ce matin. Bon, maintenant que mes origines brésiliennes sont plus en secret, je vous dis rien mieux que pour un Brésilien, c'est que Monaco sous la pluie. On a de très bons souvenirs ici. Je garde, hier en me promenant par la ville, je ne peux pas m'empêcher de voir l'émotion que Senna nous a donnée pendant toutes ces années où il a réussi à être champion ici. Quelqu'un de São Paulo à Monaco sous la pluie, c'est extraordinaire. Bon, j'ai eu aussi la chance, d'une façon beaucoup plus modeste, d'avoir une Formule 1 dans mes mains. Ce sont ces machines modernes de l'imagerie du cerveau qui nous ont permis de parcourir un peu les sillons et les courbes du cerveau. Et on a, depuis plus de 30 ans, essayé de comprendre les mécanismes cérébraux qui sous-tendent les difficultés des enfants et des adultes avec autisme. Donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. L'autisme, aujourd'hui, on dit trouble du spectre autistique, parce que les enfants, les adultes sont très différents. Comme vous avez vu un peu dans la vidéo, qui est excellente par ailleurs, on a des enfants qui parlent, des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui peuvent être très intelligents, d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés cognitives, mais ils ont tous en commun les déficits des interactions sociales. Et ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est une petite promenade d'où c'est que ça veut dire ce social pour nous, au niveau plus biologique. Vous savez, on a une évolution des capacités sociales, je parle parmi les mammifères, des relations sociales plus simples qui sont devenues plus complexes. Là, vous voyez, un samedi matin dans la plage des Rio, les choses sont beaucoup plus compliquées et le cerveau a accompagné, ou quelque part a permis que cette complexité puisse arriver. Ce qui est très important dans la relation sociale, c'est notre capacité de reconnaître ses pairs. D'ailleurs, ses prédateurs et ses proies, c'est les principes de la vie dans la nature. Et la reconnaissance de ses pairs a beaucoup changé dans l'évolution chez les mammifères, parce que les mammifères non primates reconnaissent ses pairs par l'odorat. Quand on arrive aux primates, avec les singes, il y a un changement très important. On commence à reconnaître ses pairs par la reconnaissance du visage, les regards, et la reconnaissance de la voix. Et on va parler un peu de quels sont les mécanismes du cerveau, comment ça se passe, quels changements ont eu lieu pour qu'on change des patterns de reconnaissance et toute l'implication qu'on a pour la compréhension du développement des compétences sociales, dont les développements typiques, et ces défaillances dans l'arrivée de l'autisme. Pour vous montrer l'importance biologique, l'empreinte biologique de cette reconnaissance du visage, vous allez voir une petite vidéo que, évidemment, bon, il s'agit d'un petit singe nouveau-né. C'est nos collègues italiens à Parme qui ont fait cette vidéo que j'ai trouvée extraordinaire, parce que les petits singes nouveau-nés, là, ils ne les fassent même pas à quelqu'un de son espèce, c'est un être humain. D'emblée, il se met en interaction par le regard, dans l'échange, où il suit les regards de l'homme, où il interagit d'une façon très riche. Et je montre ça parce que l'être humain, comme il a acquis la parole, il complique beaucoup les choses, parce qu'on donne des noms aux choses qui parfois ne correspondent pas à la réalité biologique. Et là, on est dans une situation d'échange où on n'a pas besoin de nommer ça. On est dans l'échange biologique et qui, après, est très important pour tout le reste. Et si cet échange ne se fait pas, les choses sont compliquées. Et voilà, dans l'autisme, on sait maintenant que tout ce qui concerne l'échange par les regards est en difficulté et qu'en fait est à l'origine probablement de tout ce qui ne se développe pas dans les capacités sociales des personnes avec autisme. Je vais vous montrer cela encore une fois par une petite vidéo.
Il s'agit... Bon, je vais vous laisser voir, après je vous explique. On a en fait les familles qui filment beaucoup les enfants maintenant. C'est une maman qui a filmé ce jumeau, un garçon et une fille. Ils ont 4 mois. Et on voit très bien, en plus, là ça ne se voit pas beaucoup, mais la fille est en rose, les garçons en bleu, ce qui facilite bien la reconnaissance. Et la fille, et d'ailleurs ça se voit dans cette dernière image, la fille cherche pendant tout ce temps-là l'interaction avec son frère, qui ne rentre pas. La maman, elle les tire en plus à un moment donné pour les mettre au même niveau de yeux en pensant que ça pourrait faciliter. Et ces petits garçons ne regardent jamais dans les yeux de sa sœur. Et on sait après, parce que c'est un film qui a été fait bien avant l'histoire de l'autisme de ces garçons, mais on sait après qu'il a eu un diagnostic d'autisme. Donc vous voyez la précocité et l'effet que avoir des difficultés à ce niveau-là va l'entraîner à avoir d'autres difficultés beaucoup plus importantes. Et donc, voilà les socles chez nous de notre interaction sociale, le regard et la voix, et tout ça qui va manquer dans le développement, la constitution à la fois du cerveau et du comportement des personnes avec autisme. Je vais aller en avant. Voilà, nous avons aujourd'hui, parmi ces belles machines, une machine qui s'appelle l'eye tracking, qui permet de faire les tracés du regard, dans ce que vous tous, ou mon enfant, bébé, n'importe, c'est vraiment très simple, pas du tout invasive. Vous regardez une vidéo et on fait les tracés de votre regard, tandis que vous regardez une image, une vidéo. C'était très utilisé, c'est toujours très utilisé pour les marketing. Bref, et on a appliqué cette technique dans l'autisme, dont je vais vous montrer des exemples chez les bébés, chez l'enfant, chez l'adulte. Les études chez les bébés sont faites par un ami et collègue brésilien aussi, mais qui habite aux États-Unis, Ami Clean, et c'est lui qui nous a fourni les premières vidéos. Donc vous allez d'abord regarder une vidéo d'un bébé de 15 mois qui regarde une vidéo, et on trace son regard. C'est un bébé avec un développement qu'on dit typique. On y va. Non, c'est pas ça. On revient en arrière. On va faire. Je vais vous montrer encore une fois. La croix que vous voyez, c'est les tracés du regard de ces bébés quand ils regardent cette vidéo. Donc vous allez voir exactement où il est en train de regarder quand il voit la vidéo. Donc vous avez cette croix ici qui représente son regard, qui est son regard, et qui porte surtout sur la région des yeux de la dame qui apparaît dans la vidéo. Si on fait la même chose avec un enfant, un bébé de 15 mois qui va avoir un diagnostic d'autisme, vous allez voir la différence. Voilà, déjà on voit qu'au lieu de regarder les yeux, il regarde la bouche, dans les meilleurs des cas, il va très vite regarder tout ce qui est jouet, peinture qui est à l'extérieur. Il passe très peu de temps, déjà à 15 mois, à regarder les visages de la personne qui lui parle. À Necker, nous avons monté un laboratoire avec l'eye tracking, dont nous avons fait des études surtout chez les enfants de plus de 5 ans. Nous avons utilisé pour cela un film français, Les Petits Nicolas, parce qu'il s'adapte bien à l'étude des interactions sociales du bébé à l'âge adulte, dont je vais vous montrer un exemple encore une fois. L'enfant de 6 ans avec un développement typique qui regarde un morceau du Petit Nicolas. Salut. Au revoir Marie. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. C'était très joli, j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc voilà, vous êtes en train de regarder les films. Les points bleus, c'est exactement là où l'enfant est en train de regarder précisément où, quand il regarde cette scène du film. Je pense qu'on ferait ça ici, on trouverait à peu près les mêmes choses. On regarde surtout la région des yeux et c'est quelque chose d'automatique. On ne réfléchit pas là-dessus, c'est comme marcher. On regarde les yeux. Si on fait la même chose, encore une fois, chez un enfant avec autisme, Au revoir Marie. J'ai passé un
Voilà la différence. L'enfant, il ne regarde pas les yeux, il va regarder encore une fois la bouche et tout ce qui est dans les backgrounds, comme on dit, qui n'est pas social. Ici, là, c'est aussi des travaux d'Amy Klein, c'est les premières études en fait en 2002, où c'est une étude très élégante parce qu'il a montré les films Qui a peur de Virginia Woolf, qui est un film en huis clos magnifique. Et voilà, il montre la même chose. Les adultes avec un développement typique regardent les yeux des personnages pour comprendre l'interaction. Voilà un adulte avec autisme, il regarde la bouche et ailleurs. Et voilà la conséquence. Nous, quand on regarde la scène et on regarde les yeux, voilà l'information qu'on a sur ce qui est en train de se passer. Et voilà l'information qu'on peut avoir quand on regarde la bouche, qui est essentiellement différente et qui va être manquante pour la compréhension de ce qui nous entoure. Voilà encore un exemple. Malgré les beaux yeux d'Elizabeth Taylor, les personnes avec autisme ne les regardent pas dans les yeux. Là, c'est les regards d'une personne avec un développement typique qui regarde les yeux de 3 personnages pour comprendre cette interaction sociale complexe, et la personne avec autisme qui va regarder ici. D'ailleurs, voyons Chope ici. Je sais qu'il est là parce qu'il y a un tracé où il y a une personne avec autisme qui regarde ici. Donc, comment comprendre cette interaction si on ne regarde pas là où il faut? Donc, voilà un peu la perception du monde qui dérange beaucoup l'interaction des personnes avec autisme. Et on peut voir qu'au niveau de la trajectoire développementale, on a cette préférence, comme on a vu déjà chez les petits singes, présente très tôt vers les yeux, chez les personnes avec un développement typique, et ces patterns anormaux qui est déjà présent très tôt dans l'autisme. Et voilà, et les cerveaux derrière tout ça. C'est pour ça aussi qu'on a pu profiter de ces belles machines qui permettent de faire des images du cerveau et d'étudier les cerveaux. Donc, depuis 30 ans, on utilise, on va dire, tout l'arsenal des différentes modalités en IRM pour pouvoir dégager, d'abord comprendre comment ça se passe normalement et surtout dégager les anomalies chez les personnes avec autisme. Et comme Catherine l'avait dit, on a été la première équipe, en fait, à l'époque où malheureusement les choses étaient très différentes. Et Catherine le sait avec notre patron commun qui nous donne une certaine notion de sœur, parce qu'on a eu les mêmes patrons, M. Lelor. En France, on avait encore beaucoup la notion de la culpabilité des mères, surtout dont l'arrivée de l'autisme. Et l'effet d'avoir, entre guillemets, mis en image les anomalies dans les cerveaux des personnes avec autisme a contribué, je pense, énormément pour les changements de mentalité. Et aujourd'hui, il est hors de question de penser autrement, j'espère. Et donc, voilà, avec ces techniques d'imagerie cérébrale, nous avons pu mettre en évidence déjà dans les débuts des années 2000 une anomalie dans les cerveaux qui voyez ici en verte, de 2 côtés du cerveau, dans une région très précise qui s'appelle lésion temporale supérieure, la région temporale supérieure. Donc, on va beaucoup parler de cette région. C'est notre courbe de Sénat dans le cerveau. Elle n'est pas tellement courbe, c'est la droite arrête du Sénat. Et voilà. Cette anomalie localisée, on a les cerveaux en entier. Et quand on compare les cerveaux des enfants avec autisme à des cerveaux des enfants avec développement typique, nous voyons cette diminution du fonctionnement localisé au niveau de cette région. Très récemment, on a pu mettre en évidence cette même anomalie avec une technique beaucoup plus moderne. Donc, c'est des résultats très récents et en recherche, c'est très important de pouvoir confirmer des résultats acquis, donc parce que les choses peuvent changer. Je vous ai montré des anomalies au niveau du groupe, mais on peut détecter cette anomalie aussi au niveau individuel. Ici, c'est l'image d'un enfant, c'est l'enfant avec autisme. On voit cette anomalie dans cette région temporale supérieure. Et on peut même arriver au niveau, avec les systèmes modernes de data mining, de pouvoir utiliser ces méthodes comme un détecteur. Je veux dire, si on met une image et que la machine est habituée en pattern, elle va pouvoir dire si une nouvelle image qui arrive appartient ou pas à un enfant avec autisme. Donc, ça peut aider à devenir un biomarqueur. Et ça, c'est des choses pour lesquelles on est en train de travailler. Pas du tout pour
pour changer les regards du psychiatre. On n'a pas besoin de ça pour les diagnostics, mais c'est très important d'avoir un marqueur parce que lorsqu'on a envie de faire une thérapeutique donnée, savoir si on arrive à changer ces patterns, si on arrive à améliorer. C'est très important d'appréhender d'une façon objective les changements tout au long de la vie d'une personne avec autisme. Au niveau anatomique, encore une fois, on retrouve l'anomalie anatomique exactement dans cette même région, la région temporale supérieure. Et si on fait des études un peu plus compliquées qui permettent d'analyser les connexions des différentes régions du cerveau, on voit encore une fois que cette région est très impliquée et qu'elle se connecte beaucoup moins bien chez des personnes avec autisme, avec les autres régions que des personnes avec les enfants, surtout avec un développement typique. Donc très rapidement, je vous ai montré des anomalies fonctionnelles et anatomiques au niveau de ces sillons temporales supérieurs chez des personnes avec autisme. Et la question est, quel est le rôle de cette région dans les cerveaux normaux? Et c'est important de dire, je vous ai montré les premiers résultats en 2000, à cette époque-là, on ne savait pas, au niveau de la communauté internationale, quel était le rôle de cette région dans le cerveau typique. On ne savait pas à quoi servait cette région. Des études à peu près au même moment ont montré en fait, c'est presque par hasard, je vais vous montrer une petite vidéo, quelqu'un était en train de regarder ces petits points qui bougent, et c'était des études pour étudier les cortex visuels, et lorsque ces personnages, ces points, au lieu de tourner d'une façon aléatoire, imitaient une démarche, on voit l'activation de cette région, la région temporale supérieure, qui était une surprise. Mais la recherche, heureusement, elle est faite de surprises. C'est-à-dire, des fois, et j'espère la plupart du temps, on fait la recherche pour trouver des choses qu'on ne connaît pas encore. Et voilà qu'on sait aujourd'hui que cette région, la région temporale supérieure, est très impliquée dans tout ce qui est perception biologique, du mouvement biologique. Donc, perception du mouvement du corps, mouvement de la main, là on parle beaucoup avec les gestes, et on sait tellement c'est important, la perception de mouvement du visage, des yeux et de la voix. Et tout ce qu'on a dit au départ, qui était très important comme pilier de compétences sociales. Tout ça est les rôles de cette région temporale supérieure qu'on a montré anormale dans l'autisme. Donc juste pour vous donner des exemples, si vous regardez à la résonance magnétique de points qui tournent en cercle, si on compare ça à regarder ces points qui imitent un mouvement, vous allez activer, quand vous regardez les mouvements de quelqu'un qui marche, cette région temporale supérieure. Là, les regards, c'est pareil. Vous pouvez regarder dans la résonance des yeux qui bougent, ou une flèche qui bouge. Et si vous regardez les yeux par rapport à la flèche, on voit dans votre cerveau s'activer cette région temporale supérieure. Et là, je vais jouer avec vous. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Bon, on peut voir à la fois une voiture aux deux yeux, ok? Et on peut jouer dans la résonance, faire une image de votre cerveau quand vous regardez la voiture, ou faire une image de votre cerveau quand vous regardez les yeux. Le fait est que quand vous regardez les yeux, vous activez cette région temporale supérieure qu'on a retrouvée comme étant défaillante dans l'autisme. Des mouvements, là, ci on peut montrer, mais limite, les mouvements du visage. Donc vous êtes dans la résonance, vous regardez cette vidéo, et au moment où vous voyez ce mouvement de la bouche, vous activez aussi cette région temporale supérieure. Et la voix, parce que la voix c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis que notre parole dérange beaucoup, parce que quand on parle, on pense qu'au contenu de la parole, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, quand on écrit, on a besoin tellement d'émojis qui sont les correspondants de notre voix. Parce que si on sort la parole du contexte de la voix, 50 000 possibilités restent ouvertes et les malentendus sont énormes. Et on sait que les personnes avec autisme ont beaucoup de difficultés dans la perception de la voix et non de la parole. Et ça, vous allez voir, on a montré en imagerie qu'il y a une difficulté vraiment réelle dans les cerveaux, mais on sait, les parents des enfants avec autisme nous disent toujours, c'est une des premières choses, on appelle les petits Pierre, Pierre ne répond pas, la grand-mère dit, mais Pierre est sourd peut-être, après, bon, il y a un bruit plus fort, Pierre répond, et en fait, Pierre a beaucoup de difficultés à percevoir la voix. Et ça, on sait que la voix, c'est les corrélats auditifs du visage.
avec les mêmes caractéristiques, la même importance. Dans l'autisme, malheureusement, on retrouve les corrélats visuels et les corrélats auditifs de cette déficience de la perception d'autrui. Donc voilà, dans notre droite, les sillons temporales supérieurs que vous voyez ici, cette région qui est très spécifique du traitement de la voix dans les cerveaux humains. Et les cerveaux humains, c'est un réseau dont la région temporale supérieure est une région clé dans ce qu'on appelle maintenant les cerveaux sociaux, qui comportent également, bien évidemment, d'autres régions comme la région frontale, les amygdales, etc. Juste quelques exemples, encore une fois, dans la résonance magnétique des personnes avec autisme. Je vous ai montré, quand on regarde les yeux, on active cette région temporale supérieure et on ne voit pas cette activité lorsque je regarde les yeux dans des personnes avec autisme. Ça, c'est notre étude qu'on a fait aussi avec Catherine sur la perception de la voix chez des personnes avec autisme. Ici, c'est la voix entendue par des personnes avec un développement typique qui active cette région temporale supérieure. Ici, des adultes avec autisme, quand ils entendent la voix, ils ne mettent pas en jeu cette région-là, dont la voix est déjà pas traité au niveau du cerveau. Et donc, ce n'est pas un manque de volonté. Je crois que ça, c'est peut-être les messages les plus importants. Veut dire, quand on ne marche pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de marcher. Quand on ne peut pas regarder l'autre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie. Donc, je pense qu'il y a aussi les rôles très importants de cette recherche, c'est de retirer les côtés volontaires. L'enfant n'a pas envie, l'enfant est replié sur lui, il vit dans ce monde. Non, l'enfant, il a juste pas les instruments cérébraux qu'il faut pour démarrer tout seul cette relation. Mais les cerveaux étant super plastiques, et ça c'est la dernière partie de mon topo, je vais vous montrer, on a tous les moyens, et j'espère avoir davantage, pour faciliter cette mise en relation avec autrui. Donc c'est pour ça que je vous montre les dernières études dans notre laboratoire. On a aujourd'hui la possibilité d'utiliser une technique aussi très moderne, qui est la TMS. En fait, c'est une bobine qui, avec un champ magnétique qui va induire à des altérations hyper localisées d'une région du cerveau, c'est-à-dire de quelques neurones. Quelques millimètres dans les cerveaux. Et là, on peut, avec cette technique, soit activer une région, soit l'inhiber, évidemment d'une façon temporaire. On a pris des volontaires sains, donc des personnes, des étudiants avec un développement typique, pas tellement typique, c'était des étudiants en médecine, mais bon. Et chez eux, donc, on a appliqué cette TMS d'une façon à inhiber cette région temporale supérieure. Et ce qu'on a fait, on les a fait regarder les petits Nicolas avant, on a tracé leur regard, après on a inhibé la région, c'est tout à fait non invasif, hein, c'est quelque chose de très léger, et après on a regardé l'eye tracking, les regards tout de suite après. Donc voilà, avant la TMS. Donc vous avez vu encore une fois ces patterns très typiques, et regarde dans les yeux, on fait cette inhibition dont on met au sommeil cette région très spécifique du cerveau. Et tout d'un coup, il a un pattern de regard que c'est lui d'une personne avec autisme. C'est quand même extraordinaire le cerveau. Hein. C'est pour ça que c'est quelque chose que c'est pas volontaire. Hein. On a été juste inhibé pour quelques minutes cette région et on retrouve chez lui les mêmes patterns qu'on regarde dans l'autisme. Évidemment, le but de la recherche, c'est pas de transformer tout le monde en autisme. Donc, rassurez-vous, ces gens-là, tout de suite après, ils sont devenus aussi anormaux qu'ils étaient avant. Mais le but est d'utiliser cette technique pour améliorer, aider, parce que ce n'est pas exclusif, mais c'est déjà utilisé dans la dépression, dans les Parkinson, dans des tas de pathologies, d'utiliser ces méthodes modernes pour aider, contribuer à que l'interaction sociale puisse se faire d'une façon meilleure. Et là, on a l'étude
déjà dans l'autisme, avec évidemment des réponses. J'ai pas voulu m'attarder aux chiffres, mais évidemment tout ça, je vous montre une vidéo, mais c'est la vidéo d'exemple, parce que tout ça, il y a la vraie science derrière. Dans l'autisme, les choses sont beaucoup plus compliquées, tout le monde ne répond pas de la même façon, mais ce qu'on a fait chez des adultes, jeunes adultes avec autisme, c'était stimuler cette région, évidemment, stimuler. Et on va voir un exemple, il y a 5 parmi 15 qui ont répondu comme ça. Donc voilà, ça c'est les patterns avant, typiques, aussi la bouche ailleurs. On active cette région. Voilà, ça c'est l'espoir. Parce que là c'était, comme on appelle one shot, c'est-à-dire une seule application. Là on a finalement... On va pouvoir commencer dans 3 mois un essai thérapeutique où il y aura, on fait ça à l'ICM, à l'Institut de la moelle du cerveau, à la Salpêtrière à Paris, où ils ont une plateforme de TMS, et on va lancer un protocole où il y aura contre placebo, etc., des choses très compliquées, mais qu'on espère avoir des résultats, et je serais enchanté de venir vous présenter les résultats lors d'une prochaine réunion. Je vous remercie, je remercie toute notre équipe.